Caroline Mignot. Je suis ravie de t'accueillir dans Secret d'Icône ou les clés de l'iconitude, notre podcast made by Icône Media. Tu es à nos yeux l'icône de l'influence actuelle, voilà, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'iconitude pour nous, c'est une façon d'être au monde. Certes, tu portes une expertise et on te connaît pour ça, mais il y a aussi ce que tu insuffles à travers tes propos. Il y a des valeurs, il y a vraiment une volonté d'emmener vers la lumière des personnes et avec une vraie bienveillance. Et on le voit, tu es la même là tout de suite devant moi que quand on te voit dans tes contenus. Et ça aujourd'hui, le fait de porter cette façon d'être au monde, c'est ce qui fait que vraiment on avait à cœur de te recevoir. Donc merci Caroline. Merci à toi. Oh, quelle intro, je m'attendais pas à ça. Oui, parce que tu le sais mieux que nous, on est dans un monde où tout le monde veut prendre la parole. Tout le monde veut s'exprimer, tout le monde a quelque chose à dire et veut sa part du gâteau quelque part. C'est comme si l'influence était devenue, au-delà d'un marché, c'est même une raison d'être. Et donc si t'en es pas de cette influence, t'es personne et t'es rien. C'est ce qui pèse aussi sur les nouvelles générations, les jeunes générations, c'est le fait de se dire est-ce que je poste ma story, et quelle image j'ai au monde dans ce monde du digital. Et donc ta prise de parole dans ce podcast est d'autant plus importante parce que c'est aussi parler de l'envers du décor, de parler aussi de ta propre expérience de vie et de commencer peut-être à tracer ton chemin iconique. Donc qui est Caroline quand elle est petite ? Alors, qui je suis quand je suis petite, je déborde de vie. Je ne savais pas encore que j'étais hyperactive, puisque j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans seulement. Ah, il y a 2 ans Il y a 2 ans. Très récent. Et d'ailleurs, assez amusant, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ton audience. Les femmes sont diagnostiquées en moyenne 10 ans après les hommes. L'hyperactivité, parce qu'une petite fille qui bouge partout, on lui dit « Ah, tiens en place », alors qu'un petit garçon, on le laisse faire. Ouais. Donc, en grandissant, les femmes surcompensent, et du coup, ça ne se voit plus. Okay. Presque pas trouver leurs symptômes, tandis que les mecs continuent à bouger partout et au bout d'un moment ils ont un pote qui leur dit mais attends, tu serais pas un peu hyperactif. Donc voilà, j'étais une petite fille qui bougeait partout. Mais qu'est-ce qui te pousse au diagnostic il y a que 2 ans? C'est quoi? J'ai fait le test de QI. Ah, c'est en faisant le test de QI. Exactement. D'accord. Et c'est là où la neuropsy m'a dit ok, il y a un truc à creuser. Mais parce que tu te posais des questions sur toi-même alors parce que je me posais des questions effectivement sur, tu sais, il y a eu toute la mouvance HPI, tout ça. Bien sûr. Et j'ai une amie qui m'a dit Caroline, je crois que t'es HPI. Je connais quelqu'un de très bien, va faire le test. Et du coup, j'ai très bien fait de faire ce test. Après, il y a plein de gens qui disent oui, attention aux étiquettes. J'évite sur les réseaux sociaux de prendre trop la parole sur ces sujets-là, sur lesquels pour l'instant je suis assez méconnaissante. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a apporté énormément de réponses. Et je pense que toute ma vie, justement, tu me demandais quelle petite fille j'étais, toute ma vie, j'ai un peu eu pas assez d'espace pour l'activité de ma tête. Et du coup, j'avais l'impression que mes journées étaient toujours trop courtes, que j'avais tout le temps trop d'idées, j'avais beaucoup de mal à me canaliser et j'avais la fameuse pensée en arborescence qui m'amenait toujours à un endroit différent et ça a fait qu'à l'école j'étais très bonne élève dans les matières où je l'avais décidé, où on me permettait d'avoir de l'imagination et dans des situations d'échec et de souffrance dans des matières où je sentais qu'il y avait très peu de place pour l'imagination. Donc, et sans doute un peu de lien à l'affectif, non, dans tout ça, parce qu'on te sent très hypersensible aussi, non? Exactement. Donc s'il y avait un enjeu d'affect, je pense que tu courais très vite. T'as tout dit. Non, je sais pas. C'est une très très bonne lecture et c'est marrant parce qu'il y a peu de gens qui ont ce on voit ton œil qui pétille, donc on sait qu'il y a quelqu'un derrière. En tout cas, c'est étonnant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi je tombais un peu amoureux de la matière via celui qui l'inculquait. Et il y a une année par exemple où j'étais excellente en maths parce que j'avais un prof de maths que j'adorais. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu drivée par le cœur et un peu trop parfois aussi à l'affect. Ce qui peut dans ta carrière professionnelle te jouer des tours parce que t'es pas à l'abri de changer de boss et tu choisis pas les gens avec qui tu travailles. Et inversement, donc aujourd'hui, c'est toi qui mets en lumière des personnes par rapport à leur expertise. Donc on va dire que tu as réussi à avoir ce split à un moment donné et d'être dans cette relation où tu es aussi en capacité d'être animé par quelqu'un qui va t'emmener quelque part, mais aussi toi être en capacité d'emmener les personnes et de pouvoir les influencer.
C'est marrant parce que moi j'ai toujours été de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté du miroir, et j'ai toujours adoré ça. Aux États-Unis, j'avais un profil qui s'appelle un peu de cheerleader, c'est-à-dire que j'étais toujours derrière les autres. Et j'ai jamais eu besoin d'être derrière la caméra, devant la caméra plutôt. En fait, j'ai jamais eu envie de me montrer. Ça me rendait tellement heureuse de faire les photos de mes copines, tu vois, avant d'être influenceuse. Moi, pendant presque 10 ans, j'étais l'amie des influenceurs. Je faisais leurs photos le week-end, j'étais là, non, mets-toi plus par là. J'adorais le côté backstage parce qu'en fait, je trouve que celui qui a le pouvoir, au final, c'est celui qui est derrière la caméra. C'est l'architecte. C'est les coulisses même. Exactement. Il choisit, en fait, celui qui tient la caméra, choisit ce qui fait exister, les angles. Celui qui fait le montage choisit aussi le sens des propos. Et souvent, voilà, on dit être dans la lumière, mais finalement, moi, j'aimais beaucoup l'aspect stratégique d'être derrière. Et puis finalement, quand on est comme moi un people pleaser et qu'on adore se rendre utile, quand tu es derrière la caméra, finalement, tu es indispensable et tu es plus irremplaçable que quand tu es derrière la caméra. Mais tu es quand même bien une pipelette pour être derrière. Donc, quand tu étais petite, est-ce que tu étais aussi pipelette ou bavardage incessant sur mon carnet de correspondance, ça c'est clair. Bien aussi. C'est ça. Et puis la conversation m'a toujours passionnée, c'est-à-dire que par contre je suis vraiment capable de me taire quand quelqu'un parle. J'aime vraiment la conversation, tu vois, pas seulement parler, être dans un monologue. Je suis une vraie extravertie. S'il y a personne en face, je parle pas, je suis pas animée. Oui, tu vas pas quoi. Mais on sent qu'il faut que ça prenne par les tripes et que ça t'embarque quoi. Et donc dans ce chemin iconique, ce parcours, il y a forcément les premières remises en question, les premiers doutes, les premières les choses qui s'installent en soi. T'étais plus que toi quelqu'un qui avait confiance en elle à l'adolescence, en grandissant, ou plutôt un peu à se demander ce qu'elle allait faire, ou plutôt comment t'étais? J'ai jamais été populaire, mais j'ai toujours eu des grandes amitiés. D'accord. Mais j'étais pas quelqu'un de bien dans ma peau, j'étais pas du tout iconique, tu vois. Stéphanie, tu m'aurais pas invitée à 18 ans. Et pourtant j'avais déjà ce désir de créer des choses, de construire. Mais tu vois, si on m'avait dit que j'allais construire des choses autour de mon image, non, moi j'étais hyper complexée. Je pense que ce qui me plaisait, c'est vraiment d'être derrière les autres. Parce que justement, comme je te dis, j'étais pas populaire, mais j'étais toujours amie avec la personne à qui tout le monde voulait parler. Et quelque part, par capillarité, et sans jamais que ça me frustre, et sans jamais éprouver aucune jalousie. Au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ouais, et puis j'avais le pouvoir en fait, mais j'avais le pouvoir par capillarité. Mais du coup, je me sentais hyper valorisée dans ces relations où finalement, tu vois, moi quand j'ai grandi, quand j'étais ado, on venait me voir pour passer les mots d'amour à ma copine et je disais, je sais pas, elle est un petit peu occupée en ce moment, j'ai toujours adoré ça. Un peu stratège quand même, quoi. Oui, mais je me suis jamais sentie dans l'ombre, tu vois. Mais j'ai toujours aimé le contact de gens qui étaient solaires, qui avaient des choses à partager. Alors je vais me permettre de poser une question, parce que tu as communiqué dessus l'autre jour. Il faut assumer aussi ce que tu fais publiquement. Tu as parlé de ta maman. Et alors souvent on demande aux mamans, quand on a la chance de les avoir dans notre vie, encore là, est-ce qu'elle est étonnée de la femme que tu deviens, de cette icône, le fait de devoir prendre la lumière justement? Qu'est-ce qu'elle pense? Pas du tout étonnée. Et ma mère, et c'est pour ça que je lui donne autant de place dans mes prises de parole. Et c'est hyper sincère, c'est que ma mère a toujours cru en moi. Et je vais te dire, Stéphanie, il n'y a pas beaucoup de gens qui, et sans, tu vois, ça fait un peu tragique de dire ça, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cru en moi. Et ma mère, depuis le départ, elle n'a jamais été inquiète. Tu vois, quand je suis devenue entrepreneur, autour de moi, tout le monde a un peu jugé mon idée. Et c'est normal, j'arrivais avec une idée très américaine sur un marché français. J'ai toujours été un peu un électron libre, j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Donc les gens qui m'aimaient étaient inquiets pour moi et n'ont pas trop cru en mes projets. Même mon podcast, quand j'ai sorti mon podcast, où on m'a dit, voilà, quand j'ai fait mes premières vidéos, mes potes, hyper gentiment, mais se moquaient un peu. Et ma mère, elle m'a toujours dit, ça va marcher. Je sais pas dans quoi, mais toi, tu vas marcher. Mais après, c'est besogneux aussi. T'es une besogneuse, Caroline. Moi, je suis désolée, mais moi qui suis entrepreneur depuis toute jeune, faire ce que t'es en train de faire, le rythme dans lequel tu es. D'ailleurs, je souhaite que ça soit dans une forme d'équilibre, parce que je sais ce que ça représente. Et c'est pas le tout de dire je veux gravir l'Everest, c'est que toi, t'es quand même en train de te mettre un timesheet, t'es en train de te mettre beaucoup de pression aussi. Et on n'est jamais assez préparé pour ça, ni pour le succès, ni pour l'énergie, parce que c'est une question d'énergie aussi.
Et on parlait donc de chemins iconiques qui nous correspondent, et tu as très gentiment d'ailleurs dévoilé un peu de choses de ta vie, et je t'en remercie. Mais il y a aussi une question d'énergie dans l'iconitude, dans le fait de pouvoir assumer ses singularités, parce que c'est beaucoup de lutte, parce qu'on est dans une société normée, avec des dictats qui sont extrêmement puissants et forts, et quand on part comme ça dans la lumière, parce qu'on a quelque chose à défendre, on a une prise de parole à avoir, c'est extrêmement violent. Donc le why qui t'a minime derrière, qui crée cette énergie source, est-ce que tu arrives à le définir aujourd'hui précisément ? Peut-être pas encore, parce que plein de gens pensent que l'énergie source, c'est quelque chose qui va nous tomber du ciel, et on va découvrir un jour qu'on a un vrai moteur interne, qu'il y a des choses qui nous stimulent. Certes, maintenant, le moteur, il faut quand même le déclencher. Toi, c'est quoi ton truc ? Ce qui vraiment m'a toujours drivé, même avant que je le conscientise, c'est mettre les autres en lumière. Et je pense que tu vois, c'est marrant parce que souvent, voilà, on me dit maintenant, j'ai le terme influenceuse qui est arrivé sans trop que je le choisisse. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que ce qui marche vraiment dans mes contenus, c'est qu'en fait, je parle tout le temps des autres. Je parle très peu de moi dans mes contenus. C'est toujours, en fait, si vous aussi vous reconnaissez là-dedans, c'est des clés, c'est des méthodes pour agir, c'est des outils, c'est des rencontres. Et tu vois, j'ai lancé mon podcast là-dessus. C'était pas un podcast interview, c'était, ok, c'est la méthode pour... Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne, c'est parce que c'est plein de petites choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Et aujourd'hui, je pense qu'en France particulièrement, on a la maladie de s'assumer. On est tout le temps en train de s'excuser d'être là. On est tout le temps en train de pas oser dire non. On comprend pas en fait quelle est sa valeur et comment l'exprimer. Et ce bouquin pour moi, il me tient vraiment à cœur. Et comme je te disais, je suis éditée. Donc c'est vraiment faire un livre. C'est pour moi un cheval de Troie pour pouvoir donner à tout le monde les moyens aujourd'hui d'exister sur les réseaux sociaux et d'affirmer leur singularité. Parce que tout le monde, en fait, sur les réseaux sociaux tombe dans le même écueil, fait la même erreur. C'est faire la même chose que tout le monde. Mais parce qu'ils veulent des vues. Parce que Caroline, on est là. Ça ne marche pas, justement. On est là à mort derrière ça. Mais tu le sais, toi, ça marche pas, ça. Et tout. C'est contre-intuitif. Mais bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'on va chercher aussi derrière un discours d'une femme comme toi. C'est pour ça que c'est important aussi parfois de comprendre un peu l'envers et ce qui crée la mécanique et ce qui crée tout ça. Et donc justement, c'est quoi l'iconitude selon toi ? Parce que donc l'iconitude, c'est l'icône attitude. Voilà, c'est une attitude, et l'attitude, on en parlait tout à l'heure, c'est j'ai un mindset, j'ai l'action, et l'attitude face à la vie, c'est ce qui nous fait être dans l'action, qui nous fait basculer. On peut avoir une intention. Par exemple, j'ai l'intention d'acheter ça et je vais pas l'acheter. J'ai l'intention de faire ça, et qu'est-ce qui fait que je le fais pas ? Donc c'est la bascule entre l'attitude et l'action. Le marketing notamment, parce que tu en es une prêtresse, une icône, c'est aujourd'hui, en tout cas poussé à l'extrême, une volonté de gommer cette phase d'attitude pour tout de suite dire « Ah, mais moi je te propose ça, tu l'achètes. » Voilà. Et c'est là où on reconnecte un petit peu nos deux mondes, où moi je suis beaucoup plus dans la décortication de ce passage à l'action ou non, et où toi tu es vraiment dans je mets en lumière ceux qui passent à l'action, ceux qui sont passés à l'action. Et c'est important de se dire, pour toi, comment ça bascule ? Comment ça a basculé ? Parce que comme tu dis tout à l'heure, tu m'as dit, en préparant ce qu'on allait se dire, j'ai passé ma vie à me cacher. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Caroline, elle est sur le plongeoir de la piscine et qu'elle va sauter dans la piscine, ou pas, ou qu'elle va avoir un gros plaqué, ou qu'elle va faire le plus beau des plongeons ? Ça a été quoi il y a eu un moment, il s'est passé un événement ? Comme beaucoup de déclics, c'est souvent les autres qui décident à ta place. Et ça part souvent d'une énorme embûche sur ton chemin, l'obstacle. Et en fait, je perds mon visa du jour au lendemain. Et je me retrouve parachutée en France à 28 balais après 8 ans passés aux US. J'avais fait toute ma carrière là-bas. Et tout d'un coup, je me retrouve en France avec mon capital de naissance, c'est-à-dire juste un toit au-dessus de la tête, le toit de chez mes parents. Et j'ai tout à reconstruire. J'ai pas de mec, pas d'appart, pas de boulot. Et mes amis sont aux États-Unis pour la plupart. Et en fait, ça a été un vrai déclic de ok, maintenant il faut se responsabiliser. Tu t'étais fait ton réseau aux US, mais en fait, il va falloir que tu reprennes tout à zéro, que tu reprennes une page blanche. Qu'est-ce que tu fais pour aller plus vite ? Et ce que j'ai fait pour aller plus vite, c'est commencer à poster sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis très vite de trouver un job, et puis après de lancer une boîte, puis 2, puis 3, puis 4. Et en fait, en me rendant compte à ce moment-là que je n'avais plus le choix, que j'étais obligée, même si j'étais terrorisée
par la prise de parole en public, terrorisée par mon image. Moi, je suis jamais quelqu'un qui a envoyé des selfies, tout ça. Et pourtant, je suis fille de photographe. Donc, tu vois, c'est rigolo, mais j'ai toujours fui la caméra, tout ça. Mais en fait, il y a un moment où, par étapes, j'ai commencé à poster parce que j'aimais l'écrit. Et c'est ce qu'explique ce livre. Ce livre ne dit pas, en fait, tout d'un coup, jouer l'influenceuse et acheter un selfie stick et commencer à vous montrer. C'est quoi vos forces? Qu'est-ce que vous avez à dire au monde? C'est quoi votre objectif? Et comment est-ce qu'on peut le traduire étape par étape pour que vous puissiez mieux vous valoriser? Moi, ma thérapie, Stéphanie, ça a été l'entrepreneuriat. Parce que c'est le moment où j'ai plus pu me cacher derrière quelqu'un. Avant, c'était il y a une presse à faire devant le boss. Jean-Marie va s'en charger. Il faut aller chez le client, ce sera Clotilde. Mais après, le choix, on l'a toujours, parce qu'à ce moment-là, tu peux aussi être la plus détruite du monde, et dire, oh purée, j'ai pas mon passeport, j'ai pas mon visa, j'ai plus de boulot, j'ai rien, bon, allez, je me remets salarié, je sécurise un peu mon monde, et puis on verra après. J'ai fait ça. Voilà. Donc ça, il y a aussi le choix de faire ça à un moment donné. Donc, j'ai fait ça. Ça se fait souvent aussi par étapes, où c'est pour... et donc après, c'est rarement un split qui se fait aussi on-off, quoi. Voilà. J'ai fait ça, et j'ai fait aussi, toute la période où je me suis perdue, j'ai rien fait mieux que les autres. Avant ça, j'ai fait une dépression, je buvais la journée, je faisais la fête tout le temps. Je me suis dit, en fait, le marketing, c'est pas fait pour moi, parce que parfois, quand on se prend une énorme claque dans la vie, et moi, j'ai en fait tout perdu du jour au lendemain, il y a un podcast sur moi qui avait titré, et ça me fait du mal encore des années après, qui avait titré « Virer avant même d'avoir commencé ». Et c'est ça de perdre, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont investi 10 000 balles sur mon visa, ils ont changé d'avis. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de justice. Dans la vie, on cherche toujours une justice. On nous a toujours appris qu'il y avait une morale. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'ai bossé comme un chien. J'ai appris tout ça. Et en fait, pour me prendre une énorme claque et repartir à zéro, c'est injuste. Et alors justement, ça rejoint un peu les attentes que peuvent avoir tes clients, on va dire, tes clients. C'est la promesse d'une méthode, d'une approche qui permet de passer dans la lumière. Donc toutes tes activités aujourd'hui sont multiples, mais quand même rejoignent un peu ce même signal et ce même move, quoi. Et notamment avec Agence Personnelle, il y a une vraie promesse derrière. La pression, elle est énorme. Et comme tu dis, à un moment donné, tu as aussi les aléas de la vie, tu as aussi les couacs, t'as tout ça, et t'en as vécu. Voilà, c'est aussi ce qui t'amène peut-être au plus haut niveau aujourd'hui. Comment tu gères cette question de la promesse ? En fait, aujourd'hui, moi, je suis convaincue que c'est très facile de percer sur les réseaux sociaux quand on est un expert. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont dominés par des gens qui ne sont pas experts, à part en réseaux sociaux. Et si tu veux, moi, ma promesse, elle est facile à tenir parce que sur les réseaux sociaux, les gens viennent se documenter et viennent apprendre. Aujourd'hui, il y a plus de trafic sur TikTok que sur Google. Ça dit une chose sur ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. C'est que ceux qui vont se positionner maintenant sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui, il y a une dizaine d'années, ont eu le réflexe de commencer à acheter des noms de domaine pour être référencés sur Google, de commencer à investir dans une stratégie de mots-clés. Donc en fait, se référencer maintenant sur les réseaux sociaux, c'est l'assurance de demain avoir la fameuse croissance passive parce que quand tu es arrivé sur ton secteur en utilisant tous les mots-clés de ton domaine d'activité, iconitude, personal branding pour toi, image, dirigeant, cadre. En fait, à partir du moment où tu vas créer des piliers sémantiques autour de ce que tu fais, tu deviens indétrônable. C'est un peu comme Uber qui arrive, qui challenge les taxis, ils sont partout. Et maintenant, c'est très difficile de déloger les premiers arrivés sur une thématique. Alors, c'est quoi l'iconitude de Caroline, là, si on résume un peu ce qu'on se dit ? Le marketing, je pense, et le marketing de soi de plus en plus, parce que je me rends compte que ceux qui ont besoin de marketing, ce ne sont pas les boîtes. Ce sont les individus qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas se valoriser. Et tu vois, typiquement, le personal branding, aujourd'hui, on en fait un truc d'entrepreneur. Le personal branding, quand tu cherches un boulot, c'est surpuissant. Ça te permet... Mais est-ce que ton iconitude, c'est pas ta puissance, quoi ? Ta rage, quoi. T'es puissante comme personnalité. J'ai l'impression que c'est normal. Moi, avec le recul que j'ai, en tout cas sur cette expertise et d'entrepreneur et voilà, de très dans l'humain, l'iconitude, encore une fois, c'est l'attitude. Et le fait que ça devienne iconique, c'est le fait que, à force de te confronter à des passages à l'action en répétant souvent une mécanique qui te stimule à passer à l'action, on sent qu'il y a une volonté de puissance, quoi. C'est insuffler quelque chose, c'est proposer au monde une nouvelle lecture, aider les personnes à se révéler, et on sent qu'il y a une puissance il y a un moteur derrière, quoi. Voilà. Et ça, c'est dans l'attitude, parce qu'une attitude, il faut toujours la qualifier un peu, et après, tu es très humble, et c'est tout à ton honneur, et sans doute ce qui te permet de mettre autant les gens en valeur. Mais ça envoie, Caroline.
C'est marrant ce que tu dis sur la puissance parce que j'ai un truc avec le verbe pouvoir et je me souviens que ça a beaucoup marqué mon compagnon quand je l'ai rencontré. Donc, tu l'as dit tout à l'heure dans l'escalier quand on montait pour venir ici, tu as dit tout de suite à l'américaine. C'est vrai que moi je me sens comme un ovni en France parce que même si j'ai passé que 8 ans là-bas, je me suis tellement épanouie pour la première fois de ma vie et découverte, et pour la première fois de ma vie je me suis dit je peux montrer mes vraies couleurs, et plus je suis moi plus on m'aime, et pas l'inverse qu'on m'avait appris à faire toute ma vie. C'est coller à ce que les autres attendaient et du coup c'est jamais parfait, et t'es toujours un petit peu dans cette dualité. Si tu veux, quand j'ai rencontré mon compagnon, il a une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui m'a mis en colère, et ça l'a lui un petit peu choqué. C'est il a une famille, mon compagnon, il a 3 enfants, et moi j'ai grandi célibataire, expatriée à New York, le Tanguy ou la Bridget Jones, vous choisissez. Moi j'étais pas aussi chaotique que Bridget Jones, j'ai toujours été bonne élève, mais en tout cas j'avais une vie très fêtarde, très mondaine, sans attache. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit Caroline, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'être belle-mère. Il l'avait déjà fait, il avait une première compagne avant qui a élevé du coup deux de ses premiers enfants. Et il m'a dit tu ne pourras pas, et ça l'a beaucoup marqué. À ce moment-là, je me suis mis en colère, j'ai une colère très froide, hein, mais je lui ai dit tu ne me dis pas que je ne peux pas. Tu ne sais pas ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et aujourd'hui encore, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent je ne peux pas, je dis toujours n'utilise pas le terme je ne peux pas. Tu peux tout faire. Et c'est marrant parce que quand tu me parles de puissance, effectivement, ça me dérange un peu parce que je trouve ça, je dirais jamais que je suis puissante. Bien sûr, mais je suis flattée, mais j'ai pas l'impression d'avoir de la puissance. Par contre, j'ai l'impression d'avoir de la volonté, et la volonté de pouvoir. Et ça, c'est vrai que c'est inextinguible. Mais si t'as pas d'énergie derrière cette volonté, il se passe rien. Il se passe rien. Et on prend pas assez soin de son énergie. On prend pas assez soin, en tout cas, d'être dans le respect de ça. Et il y a des moments où, pour mettre la gomme, et l'énergie, ça s'autogénère aussi. Enfin, voilà. On parlait un petit peu aussi de choses qui nous touchaient et qu'on a en commun, je pense. Vos singularités... qui vous rendent beau. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce que tu fais, notamment dans Agence Personnelle. La singularité, c'est très précieux, mais on est dans une société qui l'étouffe à mort. Alors comment tu fais toi, avec des clients qui ont quand même souvent un parcours, t'es pas sur des tout petits jeunes, voilà, où tu peux encore façonner, comment tu arrives un peu à décrotter les personnes de leur carcan, de leur propre peur, de leur comment appeler ça, de leurs propres limites, voilà, c'est ça. Comment tu les sors de là? Comment tu décapes un peu les choses? Je pense qu'il faut décomplexer les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui on a tellement peur du jugement des autres que les réseaux sociaux, ça donne le tournis. Tout à l'heure, quand on parlait de faire des millions de vues, tu m'as dit la pression. Moi je ressens aucune pression à faire des millions de vues. Je me dis quelle chance. Je me dis quelle chance, et je me dis comment est-ce que je vais préparer l'étape d'après, parce que faire des vues c'est bien, mais tu vois, typiquement quand on a des clients qui buzzent, on les prépare tout de suite à l'après, parce qu'aujourd'hui on fait ça très mal aussi en France. On va te dire c'est génial, tu as fait une vidéo qui buzz et le client après il part en vacances. Non, comment est-ce qu'on prépare l'après? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'accueillir les gens sur un compte qui prend de la valeur? On a beaucoup de clients qui ont fait par exemple qui veut être mon associé. Du jour au lendemain, t'as raison, ça leur met la pression. Ils viennent nous voir parce qu'ils sont terrifiés, parce qu'ils savent que ça va arriver. Ils se disent attention à la mousse un peu, tu vois, ils se disent oulala, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le fait de se dire aujourd'hui, plus tu as le regard des autres, plus c'est positif, plus tu vas te sentir valorisé, plus tu vas décrocher des opportunités. C'est ça qui se passe et pas l'inverse. Il y a très peu de gens sur les réseaux sociaux qui vont te critiquer. Ça, c'est une image qu'on se fabrique parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne mérite pas la lumière, qu'on ne mérite pas l'attention. Et donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est que, on les rend meilleurs en prise de parole. Ça, j'aurais aimé, tu vois, qu'on m'apprenne à prendre la parole. Aux États-Unis, en CM2, les mecs, tu les mets dans un congrès, ils savent tenir une audience. Nous, on arrive à la fin de nos études en Master 2. Moi, demander à emprunter un stylo à ma supérieure, j'avais les jambes qui flageolaient. Donc ce côté s'excuser d'être là, ce côté de mettre peu de légèreté en fait dans ce qu'on fait, ne rien se pardonner, se mettre beaucoup la pression par rapport à ce qu'on doit être, aux standards.
Nous, quand on fait des vidéos, on dit ok, maintenant, tu es dans un petit home studio, on te pose des questions. Si c'est pas bien, si tu croises les bras, les jambes, tout ça, les gens, ils vont adorer. Ça te rend plus humain. On a fini l'ère de la hit girl. On est dans l'ère, et j'en parle dans le livre, de la girl next door. Les gens veulent voir quelque chose dans lequel ils peuvent se reconnaître. C'est ça. Moi, dès qu'on me prend en photo, Stéphanie, c'est un fou rire, parce que pourtant, j'ai été coachée, ce que tu veux. Je croise tout. Je croise les bras, je croise les jambes. Parfois, je fais plusieurs tours de jambes. On ne sait pas, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Je fais plusieurs tours de jambes. Tu vois, là, je croise... Voilà, 2 fois les jambes et les bras. Et en fait, même sur des podcasts, je vais être tout le temps... C'est une attitude défensive. Et alors justement, l'iconitude, c'est un chemin de vie. Enfin, ça s'acquiert tout au long d'une vie. Hein. Une attitude, c'est pas inné quand on est. C'est quelque chose qu'on construit dans notre rapport avec le monde, les autres, les choses. Voilà. C'est quoi la prochaine étape pour toi que tu sens être importante personnellement, de se dire voilà, parce que c'est quand même... un sacré parcours, encore une fois, un peu en accéléré là, ces dernières années. Et est-ce que tu arrives à visualiser peut-être ce que tu as besoin de développer en plus, que tu aimerais travailler, est-ce que justement, peut-être décorseter un peu C'est une invitation. Moi, j'ai une mentalité de, ils appellent ça aux États-Unis les doers. Et du coup, ça veut dire que je ne stratégise qu'en faisant. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à avoir une vision. Et ma stratégie aujourd'hui, c'est 100% du terrain. Je réagis un petit peu comme en produit, tu connais parce que tu as bossé dans la tech, les sprints, tu vois, la méthode agile. En fait, en ce moment, je suis dans le sprint du bouquin. Jusqu'en septembre, je ne vis que pour le bouquin. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est orienté vers ces objectifs. Je te donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, je vais recevoir, pour tous ceux qui ont du mal à dire non, X messages par jour. Tout ce qui ne me permet pas de mettre plus en avant le livre, c'est plus tard. Je dis pas non, je dis oui à d'autres choses. Et ça, déjà, en fait, avoir à chaque fois compartimenté, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite que les autres qui se diraient à chaque fois qu'ils reçoivent une opportunité, on épuise notre cerveau, je sais pas toi, mais moi j'ai fait ça pendant des années. Oui, non, j'en parle à des copines, une copine pense oui, une copine pense non, et au final, je stagne. Alors, ça c'est top parce que from zero to hero, on est pile dans le voilà, je mindset mon objectif, ensuite je target dans le temps, je m'y tiens, je suis très focus quelque part, c'est la méthode du focus, hein, c'est ce qu'on voit dans ton livre, voilà. Mais à un moment donné, comme tu dis, il faut toujours préparer le coup d'après, c'est-à-dire que quand nous on parle d'iconitude, on parle de ta personne. Et il y a le chemin de vie qui est dans l'action, et encore une fois, l'attitude, c'est quelque chose qu'on prépare, qui est très intérieur, et j'imagine que de sortir un livre comme ça, avec tout le parcours dont on a parlé tout à l'heure, et ce chemin personnel que tu fais, ça oblige aussi à une prise de maturité permanente, personnelle. Et c'est vraiment ça un peu le sens de ma question, c'est-à-dire il y a le temps de l'action, certes qui est là, mais quand on est sur un chemin de croissance comme le tien, parce que voilà, tu t'es fixé des objectifs de révéler un maximum de personnes au monde, il y a pour autant un chemin très personnel à mener, quoi. Et quand on t'écoute, on sent qu'il y a plein d'humilité et qu'il y a encore un potentiel complètement incroyable en toi, quoi. Enfin... T'es comme ma mère, tu crois en moi. Ça fait 2 personnes. Sinon, je t'aurais pas invitée, Caroline, soyons clairs. Tout le monde ne vient pas ici. En train de filmer ou de podcaster 10 personnes derrière toi. C'est une erreur, hein, je sais, il faut toujours se focuser sur son contenu, en produire le maximum. Voilà, alors là, je ne suis pas du tout là-dedans. Ok, c'est intéressant. Ah non, du tout, mais parce qu'aussi on fait plein d'autres choses, donc c'est... voilà. Mais l'idée de te donner la parole et peut-être de conclure un petit peu notre échange, mais c'est de dire que finalement, l'image n'est qu'un révélateur d'un être à 360 qui vibre, qui existe, et que, comme on dit, les data c'est super important, mais il y a tout ce que tu renvoies au monde, quoi. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne travaille pas assez, quoi. Et c'est en ça que tu es iconique, c'est le fait de d'émoustiller un peu les personnes pour qu'il y ait du fond, qu'il y ait pas que de la forme. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce que tu fais, c'est qu'entre autres, on arrive à avoir des tempéraments sortir de l'image, quoi, tu vois. On n'est pas sur un truc qui est lisse, tout le monde pareil, et voilà. Et ça, chapeau.
Ou statique, parce que tu vois, la marque personnelle, je pense que ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je veux que ce concept arrive très fort en France, c'est qu'on parle souvent de l'entrepreneuriat comme d'une idée de liberté. On dit souvent l'entrepreneuriat rend libre. Je trouve pas que l'entrepreneuriat rende libre, personnellement. On est très chez nos banquiers. Mais la marque personnelle peut te rendre libre. Parce que l'idée de la marque personnelle, c'est de te positionner au-dessus de ce que tu vends et de te permettre d'éteindre ou d'allumer des projets et finalement de faire en sorte que tu grandisses plus autour de ton business, mais ton business grandit autour de toi. Et je trouve que c'est un peu les clés de la liberté. Mais c'est là où on a besoin de personnes comme toi, parce que le public juge aussi beaucoup. Et on sait, entre guillemets, en France, dans la culture aussi européenne, pas qu'en France, faut pas non plus se taper dessus tout le temps, que quelqu'un qui éteint un projet, qui en rallume un autre, c'est toujours ah mon Dieu, elle s'éparpille, touche à tout, touche à rien. Elle touche à tout, voilà, non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et c'est un projet qui est d'autant plus important parce que pourquoi ne pas s'autoriser à tout être et la liberté d'être avant le concept même d'entreprendre en fait. Et je pense que c'est ça sans doute l'iconitude que tu défends, le fait de pousser les personnes à se révéler dans leur liberté d'être. Et bientôt, je pense qu'ils n'auront plus le choix parce que tu vois, l'évolution du monde du travail, elle nous dit quand même là qu'il y a un pivot significatif qui arrive. L'économie des créateurs, l'ubérisation du mode de travail. Nous, on a connu une génération où on avait encore un employeur, fallait rester minimum 5 ans, pas faire de trous sur le CV. On voit que la génération qui arrive après, c'est j'ai plusieurs employeurs à la fois, génération freelance. Aux États-Unis, depuis 2 ans, il y a 50% de la force de travail qui est indépendante. Et je pense que plus le temps va passer, plus nos enfants, ils vont nous apprendre que dans la journée, en fait, ils font plusieurs types de tâches pour plusieurs types de personnes. En fait, le monde du travail, il est en train de se nucléariser. On ne travaille plus pour une seule personne, on travaille pour soi. Et qu'est-ce que tu mets autour de ton business ? Et ça, c'est intéressant comme effet de levier. Alors, qu'est-ce que tu dirais en conclusion ? Quelle iconitude faut développer aujourd'hui pour se dépasser, pour passer dans la lumière ? Se placer au-dessus de ce qu'on vend, se questionner sur son expertise, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est, tu sais, quand tu es fan d'une personne ou fan de quelque chose, je dis toujours que quand il y a quelque chose que tu aimes vraiment, c'est ton moi intérieur qui frappe à l'intérieur de toi. Moi, j'adorais, je te donne un exemple tout bête, j'adorais les conférences. J'étais accro aux conférences. La chaîne TED, pour moi, c'est Netflix. Et je pense que quand je regardais des speakers sur scène, ça allumait une partie de moi. Et je pensais que j'aimais les conférences. Non, j'avais envie d'en faire. Et souvent, quand je vois des entrepreneurs qui me disent « Ah, moi, j'adore la tech », ouais, t'as envie de faire de la tech. Ah, non, moi, tu sais, non, moi, je fais mon petit truc. Non, faites plus votre petit truc. Quand il y a quelque chose que vous aimez vraiment, c'est une partie de vous qui vous appelle. Donc, allez-y. Moi, je crois très fort en ça. Donc, l'iconitude, quelque part, naît à travers ce que tu fais, du fait d'être passionné et d'être au monde avec ses passions et de les faire vivre, quoi. Et s'écouter. Et s'écouter, Caroline, merci. Merci à toi. Infiniment pour le temps consacré pour ce livre incroyable, From Zero to Hero, qui peut accompagner plein de personnes, qu'on peut aussi passer à ses enfants. Moi, je crois beaucoup dans le fait de la transmission et que de laisser un bouquin comme celui-là traîner sur une table de salle, ce serait peut-être pas anodin. Et c'est pas que pour les entrepreneurs, comme tu l'as dit. Notre société change, notre société évolue et ça fait partie des skills qu'il faut absolument qu'on apprivoise tous et toutes. C'est très beau ce que tu dis et à la fin du livre je dis laissez-le sur un banc, ne le laissez pas noircir dans une étagère, donc ça me touche beaucoup et merci de m'avoir invitée. Check, bravo, super. Merci.